Alors, je vous propose de réviser ensemble ce chapitre 1, les chromosomes, le support de l'information génétique. Alors, nous avons débuté ce chapitre par une expression importante, les caractères héréditaires. C'est quoi les caractères héréditaires? Ce sont les caractères qui se transmettent de génération en génération. Il en existe trois catégories, les caractères héréditaires morphologiques liés à la forme, les caractères héréditaires physiologiques liés au fonctionnement du corps ou au dysfonctionnement du corps, et enfin les caractères héréditaires psychologiques. Le document que je vous présente, c'est la lignée des Habsbourg, c'est-à-dire Charles Quint et ses descendants. Charles Quint a transmis à ses descendants certains caractères héréditaires morphologiques. Il suffit de regarder les traits du visage de Charles Quint et de ses descendants. Charles Quint, comme ses descendants, sont morts à peu près au même âge de la même maladie, maladie digestive. Charles Quint a donc transmis des caractères héréditaires physiologiques. Et pour finir, Charles Quint était un conquérant qui a passé sa vie à faire la guerre. Eh bien, il a transmis ce caractère héréditaire psychologique à ses descendants qui eux aussi étaient des conquérants. Voilà, pour illustrer les caractères héréditaires. À partir de ce constat, on s'est posé la question, où nos caractères héréditaires sont-ils codés? En sixième, nous avons vu que tous les êtres vivants sont composés de cellules. Donc, nos caractères héréditaires ne peuvent être que codés dans nos cellules. Mais si l'on revoit l'organisation commune des cellules, on se rend compte que toute cellule est composée d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau. À partir de là, nous avons élaboré trois hypothèses. Première hypothèse, les caractères héréditaires sont codés dans la membrane. Deuxième hypothèse, les caractères héréditaires sont codés dans le cytoplasme. Et enfin, troisième hypothèse, les caractères héréditaires sont codés dans le noyau. Pour vérifier ces trois hypothèses, eh bien, nous avons étudié une expérience de clonage. En classe, on a vu l'expérience de clonage de la brebis Dolly, mais aussi l'expérience de clonage du veau Marguerite. Cette expérience fait intervenir trois vaches. La première vache, que l'on a appelée la vache A, elle a donné uniquement un ovule. La vache B a donné, elle, une cellule musculaire. En laboratoire, on a enlevé le noyau de l'ovule pour le remplacer par le noyau de la cellule musculaire. On a obtenu une cellule œuf qui s'est comportée comme un embryon que l'on a implanté dans l'utérus d'une troisième vache, la vache C. Celle-ci a mis bas et on obtient un veau que l'on appelle Marguerite. Marguerite est le clone parfait de la vache B, celle qui a transmis son noyau. Comment cette expérience de clonage peut-elle vérifier nos trois hypothèses? C'est très simple. La vache B, au cours de cette expérience de clonage, n'a donné que son noyau. Et pourtant, elle a transmis tous ses caractères. On en déduit donc que tous les caractères sont codés dans le noyau. De plus, si l'on regarde la vache A, qui a donné non seulement la membrane mais le cytoplasme, elle n'a transmis aucun caractère. On peut donc en déduire que les caractères héréditaires ne sont pas codés dans le noyau ni dans le cytoplasme. Revenons au cours. Dans le cours, nous avons écrit que l'expérience du veau Marguerite nous a permis de mettre en évidence que tous les caractères sont codés dans le noyau. Le problème qui se pose, le nouveau problème qui se pose, comment les caractères sont-ils codés dans le noyau? Eh bien pour cela, il suffit tout simplement d'aller voir dans le noyau. Alors, à partir de là, nous avons eu un problème. L'enveloppe du noyau, que l'on appelle l'enveloppe nucléaire, nous empêche de voir au travers du noyau. Nous avons trouvé une solution, il suffit d'attendre que la cellule se divise. Lorsqu'elle se divise, l'enveloppe du noyau disparaît et on voit, comme sur cette microphytographie, apparaître des bâtonnets noirs. Ces bâtonnets noirs, nous les appelons des chromosomes.
Si l'on attend un petit peu, on va se rendre compte que ces bâtonnets noirs, en fait, sont composés de deux filaments totalement identiques, reliés en un point, le centromère. Voici la définition d'un chromosome. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de dire à partir de maintenant que nos caractères sont codés sur les chromosomes? La réponse est non, mais c'est notre objectif. Maintenant, nous devons prouver que tous nos caractères sont codés sur nos chromosomes. Alors, pour cela, il va falloir récupérer des chromosomes. Quelle est la technique? Alors, pour récupérer les chromosomes, on va suivre la technique suivante. Regardez, on prend une cellule, on attend qu'elle se divise. À partir du moment où elle entre en division, on va voir ces chromosomes apparaître. C'est à ce moment-là qu'on la fait éclater. Et lorsqu'elle éclate, eh bien, on va récupérer ces chromosomes étalés. Ensuite, on prend une photo des chromosomes étalés et on découpe chaque chromosome. On les compare un à un selon deux critères, la position du centromère et la taille des chromosomes. Et on obtient ce document que l'on appelle un karyotype. S'il s'agit d'une cellule humaine, eh bien, le karyotype comporte 46 chromosomes. Première remarque, on se rend compte que chaque chromosome possède un homologue, c'est-à-dire un chromosome qui lui ressemble, selon les deux critères que l'on a évoqués, la taille et la position du centromère. Ce qui fait chez l'être humain 23 paires de chromosomes homologues. Voici un karyotype humain. Alors, comment prouver que nos caractères sont codés sur ces chromosomes? Eh bien, on a eu l'idée suivante en classe. Dans l'espèce humaine, il y a deux catégories qui diffèrent de par leur caractère, les hommes et les femmes. Effectivement, les hommes et les femmes diffèrent par leur caractère sexuel. On a donc eu l'idée suivante. Si les hommes et les femmes présentent des caractères différents, peut-être présentent-ils un karyotype différent. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. En étudiant le karyotype d'un homme, nous nous sommes rendus compte que l'homme possède 22 paires de chromosomes homologues plus deux chromosomes différents. Un chromosome qui ressemble à X, que l'on va appeler le chromosome X, et un chromosome qui ressemble à un Y inversé, que l'on va appeler le chromosome Y. Par contre, chez la femme, l'étude de son karyotype montre que les 23 paires de chromosomes sont rigoureusement homologues. C'est ce qu'on voulait prouver. Les hommes et les femmes diffèrent par leur caractère sexuel et effectivement, ils n'ont pas les mêmes chromosomes. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Eh bien, on retient que ces chromosomes codent les caractères sexuels. Chez l'homme, nous avons deux chromosomes sexuels, un chromosome X et un chromosome Y. Chez la femme, il y a deux chromosomes sexuels X. On peut ainsi comprendre le déterminisme sexuel, c'est-à-dire ce qui détermine le sexe chez un individu. Tout se joue au moment de la fécondation. En classe, nous avons mis en évidence que la seule différence entre un homme et une femme tient d'un seul chromosome, le chromosome Y. Si nous l'avons, nous sommes un homme. Si nous ne l'avons pas, nous sommes une femme. Effectivement, comme je le disais, tout se joue au moment de la fécondation. On a vu aussi en classe que les gamètes ne possèdent que 23 chromosomes dans l'espèce humaine. Donc, un seul chromosome sexuel. Il existe deux catégories de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes X, qui possèdent un chromosome sexuel X, et les spermatozoïdes Y, qui possèdent un chromosome sexuel Y. S'il s'agit, au moment de la fécondation, de la fusion d'un spermatozoïde X et d'un ovule qui forcément est X, eh bien, la fécondation donnera une cellule œuf avec deux chromosomes sexuels X, c'est-à-dire une femme. Si c'est un chromosome sexuel Y qui féconde l'ovule, on aura une cellule œuf avec, pour chromosome sexuel, un chromosome X et un chromosome Y, c'est-à-dire un homme. Voilà. Alors,
Est-ce qu'on peut se permettre à partir de maintenant de dire que tous nos caractères sont codés sur tous les chromosomes? Pas encore. Nous avons encore étudié en classe d'autres karyotypes. Par exemple, celui-ci, c'est le karyotype d'une personne qui est atteinte d'une trisomie sexuelle. Effectivement, on remarque la présence de 3 chromosomes sexuels, X, X, Y. Cette personne présente des caractères différents. Nous avons aussi étudié d'autres karyotypes. On va le voir ici. Voilà pour ce karyotype. Celui-ci présente une anomalie que l'on voit ici. Il n'y a qu'un seul chromosome sexuel. Il s'agit dans ce cas-là d'une monosomie sexuelle. Et enfin, on va voir un dernier karyotype étudié en classe, celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci non plus. C'est celui-ci. Bon. Une petite erreur. Je voulais vous montrer le karyotype de la trisomie 21 que voici. Voilà. Regardez bien. Sur ce karyotype, il n'y a pas de chromosome 21 homologue, il y a 3 chromosomes 21. Il s'agit donc d'une anomalie. Alors, quel est le raisonnement? Eh bien, chaque fois qu'il y a une anomalie au niveau du karyotype, cela se répercute au niveau des caractères. Qu'est-ce qu'on prouve? On prouve tout simplement que tous nos caractères sont codés sur nos chromosomes. Ainsi, s'il y a une anomalie au niveau de nos chromosomes, cela va se répercuter sur nos caractères. Donc, à la réponse où nos caractères sont-ils codés? Eh bien, nous pouvons répondre qu'ils sont codés sur nos chromosomes à l'intérieur de notre noyau. Voilà. Alors, pour bien terminer ce chapitre, pour vérifier si vous avez bien appris et bien compris, je vous conseille de bien regarder cette dernière partie. Pour bien maîtriser ce chapitre, je dois être capable de répondre à toutes ces questions. Si vous êtes capable de répondre à toutes ces questions, eh bien, vous avez bien appris, vous avez bien compris, et de ce fait, vous êtes prêt pour l'évaluation bilan.